Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate. Aujourd'hui, nous embarquons pour une époque où la finance et la religion s'affrontent, se confrontent et finissent par s'unir pour transformer les visages de l'Europe. Nous sommes en 1545 à Genève, une ville en pleine mutation, un bastion de la réforme protestante. Et au centre de cette transformation, un homme se tient prêt à secouer les dogmes de l'Église, Jean Calvin. Avant de plonger dans ce bouleversement, comprenons les fondations. Pourquoi l'usure était-elle si diabolisée ? Depuis les premiers siècles de l'Église, le prêt à intérêt est perçu comme un péché. Selon la doctrine chrétienne, l'argent est stérile, il n'a pas d'âme. Il ne peut ni se reproduire, ni engendrer des fruits. Aristote lui-même enseignait que prêter de l'argent en espérant un profit équivalait à contredire la nature même de cette monnaie. L'Église, inspirée par cette philosophie, interdit donc tout intérêt sur un prêt, allant jusqu'à condamner l'usurier à l'enfer éternel. Le prêt d'argent doit être un acte de charité, un service envers autrui, non une voie d'enrichissement. Mais les temps changent. Nous sommes à l'aube de l'ère moderne. Les routes commerciales se multiplient, les échanges s'intensifient, et avec eux, le besoin de capitaux. C'est dans ce contexte de transition que Calvin, en 1545, rédige une lettre qui va bouleverser le monde chrétien et économique, intitulée « Lettre sur l'usure ». Ce texte devient rapidement le manifeste de la finance moderne. Si l'argent est prêté pour être investi et produire des biens, alors l'intérêt n'est pas injuste. Cependant, l'intérêt doit être modéré. Il ne doit jamais servir à exploiter le besoin du prochain. Dans ces mots, Calvin défend un principe inédit. L'intérêt, s'il est juste, peut être moralement acceptable. Pour lui, ce n'est pas le prêt lui-même qui est immoral, mais l'intention derrière le prêt. Le capital emprunté doit être destiné à des investissements qui bénéficient à la société. Si l'usure est perçue comme un acte de pure spéculation ou de domination économique, alors elle reste condamnable. En revanche, si elle finance des entreprises honnêtes et productives, elle devient un moteur pour le bien commun. Évidemment, cette position provoque des réactions fortes. Du côté de l'Église catholique, les autorités restent fermes. L'usure est une offense contre la morale chrétienne. Mais Calvin sait que sa vision est en phase avec l'esprit de l'époque. Les marchands, les artisans, tous ceux qui participent à la croissance des villes et à l'essor du commerce voient dans cette idée une forme de libération. Calvin introduit ainsi une distinction entre intérêt et usure, un concept qui sera essentiel à l'éthique protestante. Dans les villes protestantes d'Europe du Nord, comme Genève, Zurich ou les villes marchandes des Pays-Bas, l'idée fait son chemin. Pour les calvinistes, le travail, le profit et l'argent ne sont plus des ennemis de la foi. Au contraire, le gain devient un signe de bénédiction divine, donc il est utilisé avec retenue et respect. Cette nouvelle mentalité économique va transformer profondément le tissu social de l'Europe. Mais pourquoi cette position radicale, précisément en 1545 ? Ce n'est pas un hasard. En cette période, Genève est devenue le refuge des réformateurs, une cité d'intellectuels et de penseurs exilés pour leurs convictions religieuses. Calvin lui-même est influencé par les réalités économiques des marchands genevois. Il voit le potentiel d'une finance qui servirait le bien commun au lieu de servir seulement les élites. Les effets de cette position sont immédiats. Dans les années qui suivent, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne protestante voient émerger de nouvelles pratiques bancaires. Les banques familiales deviennent des institutions de crédit. Les investissements se multiplient. La finance protestante, avec son pragmatisme éthique, se distingue de la finance catholique.
souvent critiqué pour son conservatisme. Ce changement ne concerne pas que l'Europe. Dans les décennies qui suivent, les explorateurs et les colons partent pour le Nouveau Monde, financés par des prêts à intérêt. Les compagnies coloniales, comme la Compagnie des Indes orientales, trouvent dans ce nouveau système de financement les moyens de leur ambition. Ces investissements vont littéralement fonder des empires. La vision de Calvin continue de faire son chemin dans le temps. Aujourd'hui, quand nous contractons un prêt, que ce soit pour une maison, une entreprise ou même un simple projet, nous empruntons dans l'esprit de Calvin. En légitimant l'intérêt, en le contrôlant par une morale exigeante, il a rendu possible un système qui, malgré ses dérives, reste l'un des moteurs de l'économie mondiale. Mais Calvin n'aurait pas imaginé à quel point son geste allait transformer le monde. Il voulait un système éthique et contrôlé. Pourtant, aujourd'hui, ce principe a parfois été oublié. Le prêt à intérêt a évolué, devenant parfois l'instrument d'une dette qui enchaîne plus qu'elle ne libère. Dans ce miroir du passé, nous voyons à quel point l'intention et la pratique peuvent diverger. Ainsi se clôt notre exploration de l'impact de Jean Calvin sur la finance moderne. Derrière ses paroles austères, derrière son apparente rigueur, Calvin a jeté les bases d'un capitalisme moral, une idée qui continue de questionner nos pratiques actuelles. Peut-être que ce rappel nous invite à réévaluer notre rapport à l'argent, à l'éthique dans le monde économique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Nos sociétés modernes, si dépendantes de la finance, pourraient redécouvrir dans les écrits d'un théologien du XVIe siècle une leçon d'humilité. Nous vous invitons à rester avec nous pour nos prochains épisodes, où d'autres histoires captivantes et parfois oubliées vous attendent. Des histoires qui continuent de résonner dans notre monde. À bientôt.